Aujourd'hui, j'ouvre un double magnum. J'ai ouvert hier, en fait, du Château Montbrun. Château Montbrun est une propriété qui est située à Margaux, un cru bourgeois, qui à une époque appartenu au général Palmer, donc du fameux Château Palmer, qui est une des plus belles propriétés bordelaises. Donc c'est dire que la situation, c'était un enclos qui est une situation assez remarquable sur l'appellation Margaux. Donc ça le reste. Donc j'imagine que les parcelles de vignes sont exceptionnelles. Et là, c'est un double magnum, repas de famille, 3 litres, donc quand même, sur 1982, qui est une année exceptionnelle. Et là, lorsque j'ai ouvert le double magnum, j'ai été euh, déçu parce que le bouchon s'était frité. Et là, c'était mauvais présage. Et comme on dit, il n'y a pas de beaux vins, il n'y a que des belles bouteilles. Et là, en l'occurrence, l'âge a eu malheureusement son mauvais impact sur la bouteille. Le bouchon n'a pas tenu la route, il était totalement désintégré. Et du coup, donc, j'ai carafé la bouteille. Et j'ai ouvert là, du coup, un magnum d'un vin beaucoup plus récent que je connais déjà, que j'ai déjà commenté ici. Je reviendrai là-dessus. Donc, sur Montbrun, donc c'est une très belle propriété qui a appartenu donc à Palmer et au XXe siècle, elle a été l'objet de vente à un négociant bordelais qui s'appelle Lebecq. Et donc, le vin a eu son heure de gloire. Et là aussi, je pense cette bouteille-là a dû avoir son heure de gloire, parce que 82 étant une année exceptionnelle, puisqu'elle a marqué un avant et un après dans le Bordelais. Bah, aujourd'hui, j'ai des restes d'un vin, et comme je suis quand même euh, assez curieux toujours d'essayer de découvrir, même derrière un vin qui est, on va dire, allez, foutu, euh, quels sont peut-être les quelques restes qui peuvent laisser imaginer ce qu'a pu être ce vin ou ce qu'aurait pu être ce vin si le bouchon n'avait pas subi l'altération du temps. Donc là, on est sur une couleur quand même très évoluée. Donc là, j'ai dû le carafer dans une grande carafe pour justement éviter le contact avec le liège. Donc une couleur très évoluée, un vin assez trouble. Et puis évidemment, dès le nez, on sent que le vin a malheureusement souffert. Alors, il reste quand même de belles choses, malheureusement cachées derrière ce côté d'un vin presque un tout petit peu rance, un tout petit peu rance. Il y a encore un peu d'acidité, il y a la noix qui ressort. Alors, en général, sur un vin rouge, euh, c'est signe d'un vin qui a quand même qui a dépassé son apogée, mais il y a quand même quelques petites notes de fruits qui restent avec une assez belle, euh, euh, une assez belle note de, 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 de cette petite acidité là avec le fruit, mais qui est quand même cachée derrière tout un tas de choses qu'on n'a peut-être pas envie de goûter quand on recherche de la fraîcheur, de la gourmandise dans un vin. Là, c'est un peu plus dur. Donc, ce vin-là, je vais le réserver, je vais le déguster de temps en temps, mais je pense que je ne vais pas, sans doute pas finir le double magnum un jour. Mais bon, je vais le laisser respirer pendant quelque temps, mais je doute qu'il revienne à son heure de gloire, ce qui a peut-être pu être il y a une vingtaine d'années. Donc là, je me suis tourné vers une valeur sûre, qui est le Kéran du domaine Richaud, Marcel Richaud, en 2018, une année assez singulière puisqu'il n'y a pas eu des Brescades, qui est la grande cuvée du domaine. Donc tout est passé dans ce vin. Donc là, une petite dégustation rapide pour voir effectivement si je retrouve les sensations que j'avais euh, connues au moment où j'avais ouvert le premier Magnum. Alors là, évidemment, la couleur, vous voyez bien, ce sont deux couleurs qui n'ont plus rien à voir, parce qu'on est sur une couleur beaucoup plus rouge. Et là, tout de suite, le nez est absolument fabuleux.
risque de me répéter, je trouve ce vin absolument sublime, vraiment sublime. Les 2018 sont particulièrement exceptionnels. J'ai eu l'occasion de goûter le 2017. Là, le 2018, c'est la deuxième fois que j'ouvre, en particulier en Magnum. C'est un vin d'une complétude, d'une palette d'arômes qui est signe des très grands vins. Donc on est vraiment à un très 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 haut niveau dès l'attaque, avec un équilibre parfait et une concentration de tout instant, des petits fruits et puis des épices, des petites notes épicées. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un très beau vin. Avec même un côté très légèrement, pas animal, mais qui va un tout petit peu vers des notes de tabac et de cuir en bouche. Il est à son apogée, là. Je pense qu'il faut le boire. Attends peut-être 1 ou 2 ans. Mais là, il est à son apogée. C'est un régal. C'est tout ce qu'on demande à un vin rouge, c'est-à-dire un côté à la fois gourmand, mais à la fois aussi riche, équilibré, et avec une très belle balance entre les tanins, l'acidité et le fruit. Voilà. Superbe dégustation qui va contrebalancer l'effet de ce vieux Château Montbrun. Mais bon, c'est la vie. On est face à une loterie quand on ouvre des vieilles bouteilles. Et parfois, on est déçu. Mais quand on est agréablement surpris, la surprise peut être absolument exceptionnelle. Voilà. Santé et à bientôt. J'ai voulu revenir sur les 2 vins du repas de Noël, le Château Montbrun et le Queyran de Marcel Richaud, pour vous rendre compte des impressions des uns et des autres. Alors déjà, le Queyran de Marcel Richaud a un succès phénoménal. Il est vrai que ce vin est d'une perfection de goût, de saveur, de fruits, de longueur en bouche, d'équilibre, d'harmonie. Tout ce qu'on recherche dans les vins contemporains, je dirais, d'une certaine façon, c'est-à-dire les beaux vins tels qu'ils sont faits aujourd'hui, avec cette souplesse et cette belle matière qui est extrêmement savoureuse et qui donne un plaisir intense. Quant au Montbrun, bien entendu, quand vous le dégustez en même temps au même moment que le Queyran, c'est sûr que c'est pas facile parce que là, on est projeté dans un univers complètement différent, probablement un univers qui remonte à il y a très longtemps, une manière de faire les vins comme on ne les fait plus aujourd'hui, qui étaient des vins que certains qualifieraient plus durs, plus austères, mais qui sont en fait des vins de longue garde, même si cette bouteille-là, ou ce Jéroboam, a souffert pendant son long voyage depuis 1982. Mais j'ai souhaité ce soir rendre justice à ce vin parce que je l'ai regoûté 2 jours après ouverture et je lui donne, comme on dirait, une seconde chance. Mais c'est bien au-delà de la seconde chance que j'aimerais partager avec vous. C'est que ce moment-là est un moment assez particulier parce que les premières gorgées ont été très difficiles, vraiment très difficiles. Et au fur et à mesure, je me suis dit quand même, allez, je persévère, je m'obstine. Et au fur et à mesure que mon palais s'acclimatait à cette palette qui est complètement différente de ce que je considérais comme un vin contemporain, comme le Queyran de Richaud, le palais a commencé à s'acclimater. Et là, j'ai commencé à avoir les sensations comme je n'en avais absolument pas eu lors de la toute première dégustation. Et je dois dire que pendant le repas, d'ailleurs, je me suis abstenu de goûter le Queyran. Je me suis concentré sur le Montbrun pour essayer de percer le mystère qu'il y a derrière, parce que du mystère, il y en a. Ce sont des vins plus difficilement pénétrables, mais une fois qu'on baigne dans l'univers, dans l'atmosphère, qu'on commence à s'acclimater à ces arômes, ces saveurs qui sont parfois font penser à des arômes orientaux,
voir des arômes sortis d'une autre planète. Notre palais commence à toucher certaines sensibilités qui font que j'ai eu une certaine émotion à le déguster. Et donc là, j'ai commencé l'exercice il y a une petite demi-heure et je ne résiste pas au plaisir de partager quelques minutes avec vous là-dessus. Donc me voilà de retour avec le Jéroboam de Montbrun. Alors comme je l'avais dit, et je le répète, hein, Montbrun est un clos en fait qui a été extrêmement apprécié au 19e siècle et pour cause par la famille Palmer, et c'est pas pour rien quand on connaît le prestige du château Palmer, et ensuite du coup est passé de main en main, mais le terroir a sûrement quelque chose d'exceptionnel, sinon il ne serait pas sur en tout cas ce plateau d'Issant, vous connaissez le château d'Issant à Margaux, Palmer est juste pas loin, et puis le château Montbrun qui est enclavé quelque part sur ce plateau-là et qui a fourni des vins absolument exceptionnels. Et il n'y a pas de raison que le potentiel de ce terroir ne s'exprime pas, sauf si vous tombiez sur une équipe qui saccagerait le travail, ce qui n'a pas été le cas forcément de la famille Lebec. Donc là, je me suis resservi de ce vin-là et je vais essayer de vous le commenter tel que je le ressens aujourd'hui, ce qui est un ressenti complètement différent la première fois. Dès, dès l'attaque en bouche, il y a une certaine douceur orientale, comme une douceur d'épices orientales, pas forcément sucrée, quoique très légèrement, ce qui laisse penser que les raisins étaient mûrs, ce qui est le cas de 1982. Je rappelle, c'est une année absolument exceptionnelle qui a marqué un avant et après. Je pense qu'on n'a pas vraiment connu un millésime aussi exceptionnel depuis peut-être 47 ou 55 et 61, donc pendant plus de 20 ans, on n'a pas eu un seul millésime qui est comparable à ces grands millésimes qui ont construit l'histoire du Bordelais, mais aussi du vin en général, parce qu'on se réfère souvent à ces millésimes-là. Et bien 982 a cette harmonie, cette maturité et cette puissance. Là, il y a beaucoup à donner d'un coup, et la sensation est d'une extrême douceur épicée orientale qui fait penser à des voyages en Extrême-Orient, sur la route de la soie, pourquoi pas, avec des senteurs et des goûts qui sont des goûts, je redis, ne sont pas les goûts d'aujourd'hui. C'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. On ferait un vin comme celui-là, on ne pourrait pas le faire parce que les méthodes ont complètement changé. Mais je ne pense pas qu'on puisse reproduire ce type, cette personnalité d'un vin qui est omniprésent dès qu'il est en bouche, avec toujours un cœur d'une belle acidité qui est persistante tout le long de la dégustation, et autour des tas d'arômes qui font penser d'une part à des fruits mûrs, mais surtout des épices, un peu de camphre, parfois un peu de réglisse, et puis plein d'autres choses que je serais, peut-être que mon vocabulaire serait pas capable. Et je me dis que sans doute les palais qui ont apprécié ce type de vin sont différents des palais que nous avons, parce que nos palais ont été formés avec le temps, dès l'enfance, et puis ensuite dès les premières dégustations de vin, où nous avons été, moi les premiers vins que j'ai dégustés, certainement il y avait des vins des années 80, mais très vite des années 90, ensuite des années 2000, et puis mon palais s'est formé, s'est métamorphosé, s'est transformé pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis très heureux de goûter les vins d'aujourd'hui, il y a aucun doute là-dessus. Mais pour se replonger dans cette atmosphère-là, il faut
quelque chose de, peut-être je dis pas repartir d'une page blanche, comme on dit le mot reset, hein, mais oublier ce qu'on a appris en fait, et essayer le plus ouvertement possible de capter tout ce que ce vin a à nous dire aujourd'hui. Et c'est assez fabuleux. Une dernière gorgée. L'acidité est toujours extrêmement impressionnante dans ce vin parce qu'elle est en plus très douce. Et le côté épice, camphre, encens, voilà, sont des choses qui évoquent chez moi des saveurs peut-être qu'on n'associe pas forcément facilement, en tout cas, avec du vin classique, on dira, mais qu'on ira peut-être rechercher dans des vins peut-être parfois mutés, d'Andalousie, de Madère, Porto, mais sans avoir les caractéristiques d'un vin muté, on sent bien que c'est un vin classique, mais qui a des marqueurs qui sont très différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Voilà, vous l'avez compris, ce vin-là, il faut s'y préparer, prendre le temps, peut-être pas en grande assemblée d'un repas de Noël, il y a plein de monde, plus en méditation, et essayer de percer le mystère. Voilà. Je vous promets de revenir plus tard avec le Kéran en Magnum pour voir comment il a évolué le long des quelques jours qui séparent de l'ouverture. Et puis on en reparlera à cette occasion. Voilà. D'ici là, santé et à bientôt. Quel beau nez. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore ça. Pour moi, c'est le vin du Vaucluse. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Comme me disaient Oui, mes c'est amis, bon, voilà. putain que c'est bon, voilà. Non, Michel, calme-toi. Calme-toi, Michel. C'est trop bon. Vous vous demandez peut-être comment je choisis mes vins. Eh bien, c'est cet extrait où Michel Béthal se lâche littéralement qui m'a donné envie de goûter ce vin. Pourquoi? Parce que d'abord, un vin se doit d'être bon. Et c'est la première chose qu'on lui demande. Qu'il soit bien fait, qu'il soit réalisé dans les bonnes conditions, tout ce que vous voulez, maturité du raisin, vinification, hyper soignée, tout ça c'est très 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 bien. Mais si le résultat au bout fait que le vin n'est pas si bon que ça, ben c'est dommage. Et ce qui compte finalement, c'est que le vin soit bon. Et cette tirade de Béthane, aussi directe soit-elle, où il se lâche littéralement, démontre qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher de dire à quel point c'est bon. Et c'est exactement ce qu'ont ressenti mes invités. Après la première dégustation que j'ai faite tout seul, je l'ai servi, ce magnum, à table, même à l'apéritif d'ailleurs, et la réaction a été immédiate. Tout s'accordait à dire que ce vin est bon. Et finalement, c'est ça qu'on attend d'un vin. Donc là, quelques jours après, je me fais un plaisir de le redéguster. Donc depuis le repas que j'ai laissé de côté le reste de Magnum, j'ai quand même réussi à en sauver un peu. Il a quand même pas mal, il a pas mal avancé. Et je voulais vous rendre compte, en fait, pour terminer sur ce dernier acte, non seulement le fait que les gens ont adoré, mais qu'ils ont eu un réel plaisir à le déguster pendant tout le temps qu'il nous a été donné d'avoir un verre à la main. Donc là, j'y retourne et je vais voir si je renouvelle cette sensation que j'ai eue la première fois, puis avec les invités, et puis là, en conclusion.
Alors, qu'est-ce qui fait que ce vin est aussi bon? Et c'est vrai, il est irrésistible. On a envie de, de le boire. Voilà, c'est une belle matière. Il y a, il y a une très légère, un côté encre, sans l'amertume, qui fait penser plutôt à certains fruits noirs de type cassis. Mais cette encre est un peu addictive et elle donne un côté presque doux, sans doute parce que cette année-là, les conditions climatiques ont probablement permis, malgré la maigresse de la récolte, parce que 2018 est une récolte très faible, contrairement à 2017, et c'est pour ça, comme je l'ai expliqué, la grande cuvée Les Brescades de Marcel Richaud a été... il n'y a pas eu des brescades et tout est allé dans ce vin-là. Et ça en fait finalement un vin d'une grande belle maturité et qui a un côté addictif, qui a un côté, ce que j'ai expliqué auparavant, c'est ce côté savoureux, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme quand on mange quelque chose de bon et qu'on a envie de continuer à le manger, à croquer dans un fruit qui est dense, qui est mûr, qui a juste ce qu'il faut d'acidité, juste ce qu'il faut de mûr sans être écœurant, vous voyez, sans être trop sucré. Là on ne parle pas d'un vin doux, on parle d'un vin sec, mais il y a cette petite touche douce avec le côté encre qui fait en fait un équilibre parfait, et il n'y aurait pas ce côté ancré. Je pense que le vin perdrait un peu de son impact, si j'essaie d'analyser. Et un des bons indices sur ce vin-là, c'est sa capacité à résister à une oxydation. Là, en l'occurrence, c'est un magnum qui est aux 3/4 vide, donc il reste l'équivalent d'une demi-bouteille. Donc il y a beaucoup d'air qui peut impacter le vin. Il s'est passé déjà 5 jours depuis la dégustation, presque 6 jours depuis l'ouverture, et ce vin tient de manière absolument incroyable, conserve toutes ses qualités intrinsèques, et c'est probablement ça qui en fait, en plus, des vertus que tous les vins ne peuvent pas prétendre. Laissez un vin ouvert 6 jours, faites-le avec pas mal de vin, vous serez probablement déçu. Là, il est encore tout aussi beau, tout aussi bon, et puis c'est un régal. Voilà. Santé et à bientôt.